Nous allons maintenant passer à la résolution à proprement parler des systèmes linéaires. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à deux cas très simples, le cas d'un système diagonal et celui d'un système triangulaire, qui ne nécessitent pas réellement de technique, puisque la résolution est très directe. Ensuite, nous allons passer à un cas plus général, qui va nécessiter l'utilisation de l'algorithme dit du pivot de Gauss. Alors, il est vrai que ça n'est pas la seule méthode utilisable. En particulier, après le lycée, les élèves sont très souvent habitués à utiliser une méthode par substitution, qui peut très bien marcher aussi, mais qui présente des inconvénients et qui parfois peut mener à distinguer des cas qui n'ont pas lieu d'être. Donc il y a des pièges dans l'utilisation de cette méthode par division et substitution que je n'utiliserai pas ici. Il faut savoir que dans tous les cas, ces méthodes ne sont pas plus rapides que celles du pivot de Gauss. Le pivot de Gauss est la méthode à privilégier. C'est la plus rapide et celle qui présente le moins d'inconvénients. C'est pour ça qu'il faudra toujours l'utiliser et un peu abandonner les autres méthodes, même si l'utilisation des transvections peut vous paraître un peu compliquée au premier abord, mais avec un peu d'entraînement, vous verrez que c'est tout aussi simple que toutes les autres méthodes que vous pouviez utiliser jusque-là. Commençons donc par un cas très simple, le plus simple probablement, celui d'un système diagonal. C'est celui où c'est un cas déjà où le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus, et sur chaque ligne il n'apparaît qu'une seule inconnue avec devant elle un coefficient non nul. Donc sur la première ligne n'apparaît que l'inconnu x1, et nous avons a11 x1 égale b1, avec le coefficient a11 qui n'est pas nul. Et puis sur la deuxième ligne, même principe, a22 x2 égale b2, puis a33 x3 égale b3, et ainsi de suite. Et j'insiste, aucun des coefficients diagonaux, c'est-à-dire a11, a22 jusqu'à ann, n'est nul. Alors il n'y a rien à faire pour résoudre le système, ou plutôt il y a très peu à faire. Il n'y a qu'à diviser la ligne i par a ii, et vous avez directement xi. Donc l'ensemble des solutions n'est constitué que d'un seul élément, il n'y a qu'une seule solution. x1, donc la première coordonnée, la valeur de la première inconnue, c'est b1 divisé par a11. Puis nous divisons la deuxième ligne par a22 et nous avons la valeur de x2, et ainsi de suite jusqu'à bn sur ann qui est la valeur de la dernière inconnue. Donc ce type de système se résout directement. Passons maintenant à la difficulté juste supérieure, c'est-à-dire au cas d'un système triangulaire inversible. Un système triangulaire, c'est un système où sur la ligne i n'apparaissent que les inconnus à partir de l'inconnu numéro i, et pas celle d'avant. Donc nous voyons que sur la première ligne apparaissent toutes les inconnues, ligne numéro 1, donc nous allons avoir toutes les inconnues de x1 jusqu'à xn. Sur la ligne numéro 2, nous allons avoir les inconnus de x2 jusqu'à xn. Sur la ligne numéro 3, les inconnus de x3 jusqu'à xn. Sur la ligne numéro n-1 qui est ici, n'apparaissent donc que les deux dernières inconnues. Et sur la ligne n, n'apparaît que xn. Donc, pourquoi triangulaire? Eh bien, parce que vous voyez que si vous alignez correctement verticalement les différentes inconnues, toute la partie de gauche de votre système, alors là c'est pas parfaitement aligné, mais toute la partie de gauche tient dans un triangle. Alors que tout à l'heure, dans le cas d'un système diagonal, en alignant bien les inconnus, tout le système tenait sur une diagonale. Ici, nous parlons de système triangulaire inversible. Inversible, cela revient à rajouter une condition supplémentaire qui est que les coefficients de la diagonale ne sont pas nuls exactement comme dans la page de gauche, à savoir a11, a22, an-1, n-1 et ann. Tous ces coefficients-là ne sont pas nuls. Aucun de ces coefficients n'est nul. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué à résoudre comme système que celui du système diagonal, mais il n'y a pas là non plus besoin d'une technique très particulière. Il suffit de voir que nous allons faire une remontée des lignes. Nous allons d'abord utiliser la dernière ligne qui va nous donner la valeur de xn, puis l'avant-dernière, etc. Et en dernier lieu, nous utiliserons la première ligne qui va nous donner la valeur de x1. Donc ici, la dernière ligne nous donne xn égale bn divisé par ann, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ann soit nul. Puis nous utilisons la ligne numéro n-1 qui nous donne xn-1 égale bn-1 moins an-1n fois xn. Et il faut diviser tout cela par an-1, n-1.
Et la valeur de xn, nous l'avons calculée juste avant. Donc même si je continue d'écrire xn ici pour que ce soit un peu plus rapide à écrire, finalement nous connaissons la valeur de xn et donc nous connaissons la valeur de xn-1. Et puis on remonte les lignes comme ceci. Donc dans la ligne i, nous allons obtenir xi égale le second membre moins toutes les autres inconnus, donc toutes les inconnus, donc la somme pour j allant de i plus 1 jusqu'à n des a i, puisque nous sommes sur la ligne i, fois j, aij fois xj, et tout cela, nous allons le diviser par le coefficient diagonal de la ligne i, c'est-à-dire ai. Alors cette formule n'est pas à connaître par cœur, vous n'avez pas besoin de l'utiliser telle quelle, mais évidemment il faut savoir résoudre les systèmes triangulaires, mais vous allez voir sur un exemple que sans connaître cette formule par cœur, cela est très simple et se retrouve tout de suite. Par exemple, considérons ce système. 2x moins y plus z égale 1, y plus 2z égale moins 1 et 3z égale 6. C'est bien un système triangulaire. Sur la première ligne, nous avons les trois inconnus. Sur la deuxième ligne, x n'apparaît pas, seulement y et z. Et sur la dernière ligne, seul z apparaît. De plus, ce système est inversible puisque en première ligne, le coefficient devant x, c'est 2, il n'est pas nul. Sur la deuxième ligne, le coefficient devant y vaut 1, il n'est pas nul non plus. Et 3 devant z dans la troisième ligne n'est pas nul non plus. Donc nous allons tout simplement résoudre ce système en conservant les deux premières lignes et en remplaçant dedans z par 2 puisque la troisième ligne nous donne z égale 2. Donc nous obtenons maintenant en première ligne 2x moins y égale 1 moins z, donc moins 1. Et en deuxième ligne, y est égal à moins 1 moins 2z, donc à moins 5. Et pour terminer, donc, il ne reste plus qu'à remplacer y par moins 5 dans la première ligne, ce qui nous donne 2x est égal à moins 1 plus y, donc à moins 6. Y égale moins 5 et z égale 2. Donc finalement, l'unique solution de ce système, c'est le point de coordonnées x égale moins 3, y égale à moins 5 et z est égal à 2. Bon, vous n'êtes pas obligé de détailler la résolution autant que moi, puisqu'ici, elle est très simple. Vous pouvez même passer directement de là à là, on ne vous en voudra pas, les choses sont très directes. Avant de passer au cas général, nous allons donner un cas intermédiaire qui est plus compliqué qu'un système triangulaire, mais qui n'est pas encore aussi général que ce que nous pouvons trouver. C'est ce que nous appelons un système échelonné. Échelonné car nous allons avoir une sorte d'escalier dans l'écriture du système. Donc ce système échelonné, il est de la forme suivante. À chaque ligne, nous perdons un certain nombre strictement positif d'inconnus. Alors si vous regardez ce que j'appelle par perdre, dans un système triangulaire, vous voyez que quand vous passez de la première à la deuxième ligne, vous perdez l'inconnu x1. Elle n'apparaît plus dans la deuxième ligne. Quand vous passez de la deuxième à la troisième ligne, vous perdez l'inconnu x2, et ainsi de suite. Donc dans un système triangulaire, vous perdez, inversible en plus, vous perdez exactement une inconnue à chaque ligne. Dans un système échelonné, c'est le même principe, sauf que l'on peut perdre plus qu'une inconnue à chaque étape. Ce qui va nous donner un système, alors en escalier, ce qui n'est pas le terme consacré, eh bien l'expression consacrée c'est échelonné. Vous avez une sorte d'escalier. Donc vous avez ici l'écriture générale, c'est de cette forme-là, vous êtes obligé de donner des indices un peu particuliers, I1, I2, IR, à chaque fois à la première inconnue qui apparaît sur chaque ligne. J'ai écrit ici cette définition pour que quelque part la définition rigoureuse apparaisse, mais ça n'est pas vraiment quelque chose qui est exigible au programme. Il faut juste que vous sachiez sur des exemples repérer les systèmes échelonnés. Par exemple, si je garde un système à 4 inconnus, je peux considérer ce système-là. Donc voici la première ligne, je vais ensuite prendre comme deuxième ligne celle-ci, et comme troisième ligne, cette ligne-là. Donc ce que nous voyons, c'est que nous avons bien un système échelonné. Quand je passe de la première à la deuxième ligne, la variable x1 disparaît. Et quand je passe de la deuxième à la troisième ligne, ce sont les deux variables x2 et x3 qui disparaissent. Alors peut-être que pour que ce soit plus parlant, je vais rajouter x3 ici. Voilà. Donc ça, c'est un système qui est échelonné. Par contre, on peut aussi donner un non-exemple, un système qui n'est pas échelonné. Ça pourrait être ce système-là. Puisqu'ici,
lorsque je passe de la première à la deuxième ligne, eh bien ces deux lignes commencent par x1, donc je n'ai pas, entre guillemets, perdu d'inconnu lorsque je passe d'une ligne à l'autre. Donc ce système n'est pas échelonné. De manière générale, tous les systèmes diagonaux et triangulaires sont échelonnés. Alors on aurait même pu dire que les systèmes diagonaux sont toujours triangulaires et les systèmes triangulaires sont toujours échelonnés. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un système échelonné, eh bien, nous n'allons tout simplement pas apprendre à résoudre ce type de système, car en début d'année, vous ne devez savoir le faire d'après le programme que lorsqu'il y a au plus 3 équations et 3 inconnus. J'ai déjà traité un exemple de résolution de système échelonné à 3 inconnus et 2 équations dans la vidéo précédente, donc dans l'espace. Je n'en refais pas ici, mais nous en referons d'autres en cours. Donc en ce début d'année, avec des petites dimensions et un petit nombre d'équations et d'inconnus, les choses, vous allez le voir, passent très bien géométriquement, donc je n'en parlerai pas plus. Et nous allons passer au cas général. Donc nous allons apprendre dans le cas général à résoudre des systèmes, quel que soit le nombre d'équations et d'inconnus. Si le système est inversible, nous allons y revenir après, et sinon, si nous tombons sur un système échelonné qui n'est pas triangulaire inversible, eh bien, dans un premier temps, en début d'année, nous ne le ferons que pour un petit nombre d'inconnus, 3 au maximum, éventuellement 4 si on extrapole un peu, mais normalement, nous nous limiterons à 3 inconnus. Dans le cas général, nous allons mettre en œuvre l'algorithme du pivot de Gauss. Je vais essayer de vous faire comprendre le système très général sur un schéma avec 4 équations et 4 inconnus, et puis après nous regarderons des exemples, ce qui sera probablement le plus parlant, mais nous n'écrirons pas d'algorithme informatiquement, cela vous le verrez en informatique tronc commun. Nous allons plutôt regarder des exemples. Alors imaginons que nous ayons un système à 4 équations et 4 inconnus. Alors je vais tout simplement désigner par des x les différents coefficients qui interviennent dans ce système. Donc chaque x c'est soit une constante fois une inconnue pour ce qui est à gauche du signe égal, soit un second membre pour ce qui est à droite. Le but du jeu, ça va être, grâce à des opérations sur les lignes, donc des échanges, des multiplications parascalaires ou des transvections, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, donc grâce à ces opérations, transformer ce système en un système équivalent, donc avec les mêmes solutions, qui soit triangulaire, inversible ou échelonné. Alors échelonné uniquement avec au maximum 3 équations, 3 inconnues, comme je l'ai dit précédemment, ou alors triangulaire inversible, quel que soit le nombre d'équations et d'inconnues, car dans ces deux cas-là, nous saurons résoudre le système. Donc le but du jeu va être, dans la zone que je vais ici déterminer en rouge, de faire apparaître des zéros. Si en effet dans cette zone rouge, dans ce triangle, j'arrive à faire apparaître des zéros, eh bien ce qui reste sera un système triangulaire. Si jamais au passage il apparaît un peu plus de zéros, par exemple ici, eh bien j'aurai un système échelonné. Dans tous les cas, en faisant apparaître des zéros sous la diagonale, je vais me ramener soit à un système triangulaire, soit à un système échelonné. Pour faire apparaître des zéros, nous allons procéder colonne par colonne. Tout d'abord, nous allons faire apparaître des zéros dans la première colonne, mais uniquement à partir de la deuxième ligne, puis ensuite dans la deuxième colonne à partir de la troisième ligne, puis dans la troisième colonne à partir de la quatrième ligne. Une fois que j'aurai fait apparaître des zéros dans ces 3 rectangles, j'aurai atteint mon objectif. Alors, comment faire apparaître ces zéros ? Pour la première colonne, par exemple, nous allons observer les 4 coefficients qui sont dans la première colonne, et nous allons, parmi eux, essayer de repérer un coefficient qui n'est pas nul. Alors s'ils sont tous nuls, c'est comme s'il n'y avait pas de colonne, donc nous ne traiterons pas ce cas-là. Par exemple, ici, nous avons un coefficient qui n'est pas nul. Alors, nous allons placer en première ligne cette ligne-là. En tout cas, en première ligne, nous voulons nous ramener à un système qui n'a pas de 0 en haut à gauche. Donc, il suffit de faire un échange ici entre la ligne 1 et la ligne 3. Et je vais me ramener à cette situation, donc un système qui a toujours 4 équations et 4 inconnues. Alors je vais un petit peu tricher en recopiant ces lignes. Et grâce à l'échange préalable que j'ai effectué, je suis certain que dans la première ligne, donc tout en haut à gauche, ici, j'ai un coefficient non nul, et ce coefficient va me servir de pivot.
Donc là, nous allons avoir besoin de préciser un peu plus les choses et de donner des noms, enfin de préciser ce qui se trouve dans cette première colonne. Donc dans cette première colonne, j'ai dans la première ligne quelque chose de la forme AX1 plus, et puis ensuite tous les autres coefficients de la première ligne. Dans la deuxième ligne, je vais noter BX1, le terme en X1, puis CX1 dans la troisième ligne, et DX1 dans la dernière ligne. Et à nouveau, je vous rappelle que nous avons fait en sorte que le coefficient petit a dans la première ligne ne soit pas nul. Et c'est maintenant que nous allons opérer des transvections. Nous allons enlever un certain nombre de fois la ligne 1 à la ligne 2, puis à la ligne 3, puis à la ligne 4, de manière, donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, à faire apparaître des zéros dans cette partie du système. Nous voyons que si la ligne 2, nous lui enlevons petit b divisé par petit a fois la ligne 1, eh bien, qu'avons-nous comme coefficient en x1? Nous allons avoir petit b moins petit b sur a fois a, et cela fait 0. Donc cette opération, va bien faire apparaître des zéros sur la première ligne, sur la deuxième ligne, en première position. Alors, diviser par a, ça n'est pas toujours agréable, surtout si a ne vaut pas 1 ou moins 1. On peut aussi décider de tout multiplier par petit a, c'est-à-dire à la ligne 2, de remplacer la ligne 2 par a fois la ligne 2 moins b fois la ligne 1. En général, je préfère faire cela. Et je vous rappelle que nous avons bien le droit d'effectuer cette opération car le coefficient devant L2 c'est petit a et il n'est pas nul, c'est pour ça que nous l'avons mis comme pivot. Très souvent dans les systèmes que vous aurez à résoudre, presque tout le temps en fait, les coefficients seront des entiers, donc la deuxième opération encadrée en gris est plus agréable que d'effectuer des divisions comme dans la première possibilité. Donc ça c'est pour la ligne 2. Pour la ligne 3, nous allons faire la même chose. Si nous multiplions la ligne 3 par petit a et que nous lui enlevons c fois la ligne 1, nous allons faire disparaître le terme en x1. Et dans la ligne 4, nous allons cette ligne 4 la multiplier elle aussi par petit a et lui enlever petit d fois la ligne 1. Donc en effectuant ces trois opérations, le système S qui est ici, nous voyons qu'il est équivalent au système suivant. Alors la première ligne ne change pas. Donc je vais l'écrire comme je l'ai écrit jusque-là. Donc ici j'ai les termes en x2, x3, x4 que je ne détaille pas. Et mais la deuxième ligne, si je la multiplie par petit a et que je lui enlève petit b fois la première ligne, je vais obtenir un 0. Il n'y a plus de terme en x1. Par contre, il y a toujours des termes en x2, x3, x4, a priori, qui ne sont pas les mêmes qu'avant, donc je mets toujours des grandes croix, mais elles n'ont plus la même valeur qu'auparavant. Dans la troisième ligne, nous allons avoir des termes en x2, x3, x4, mais nous avons fait disparaître les termes en x1. Et dans la quatrième ligne, pareil, nous avons fait disparaître les termes en x1. Donc voici le système auquel nous arrivons. Ce système, il commence à progresser vers un système échelonné ou triangulaire, car j'ai fait apparaître des zéros ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais me restreindre maintenant à cette partie encadrée en bleu du système, et je recommence. Je vais m'occuper de la première colonne, je choisis un pivot, je le place en haut à gauche, et avec des transvections, je fais apparaître des zéros ici. Et puis ensuite, je m'occuperai de la partie qui reste ici, et je recommencerai de manière à faire apparaître un 0 ici. Et une fois que ce sera fait, j'aurai un système au mieux triangulaire et éventuellement sinon échelonné. Donc ça c'est la version générale, j'espère que j'ai été assez clair sur cette présentation très schématique, et nous allons maintenant voir sur des exemples concrets comment on la met en œuvre, et j'espère que là ce sera clair pour de bon. Considérons donc ce premier exemple que je vais prendre à 4 équations et 4 inconnues pour coller un peu à la présentation que j'ai faite. Il sera rare que nous dépassions ce nombre d'équations et d'inconnues dans les exemples en cours. Alors je vais appliquer le pivot de Gauss. Je vais commencer par choisir dans la première colonne une ligne dans laquelle j'ai un pivot, c'est-à-dire un coefficient en x qui n'est pas nul. Ici, ça ne peut pas être la première ligne puisqu'il n'y a pas de x dans la première ligne. Par contre, je peux aussi bien choisir la deuxième, la troisième ou la quatrième ligne. Si vous avez suivi un peu ce qui se fait avant, vous voyez qu'il est toujours préférable de choisir un pivot égal à 1 ou à moins 1 si cela est possible. Cela va simplifier les calculs. Donc, il est aussi pratique de choisir la deuxième ou la troisième ligne comme pivot, mais en tout cas il est moins pratique de choisir la dernière ligne.
Faisons par exemple le choix de la troisième ligne. Je vais donc échanger la première et la troisième ligne. Je vais ainsi recopier la troisième ligne en première position. La deuxième ligne va rester en deuxième position, je ne la change pas. La troisième ligne, je la remplace par la première ligne. Et enfin, la dernière ligne, elle ne change pas. Alors vous verrez que, vous avez vu que je prends toujours soin de bien aligner verticalement tout ce qui est en X, tout ce qui est en Y, Z et T et les seconds membres. Ça n'est pas obligé, mais si vous ne le faites pas, vous risquez fortement de vous tromper, et en plus les choses sont beaucoup plus visuelles comme ça. Donc je vous conseille, je vous oblige presque en fait à bien aligner verticalement les différentes lettres. Maintenant que j'ai placé mon pivot, alors je peux ici indiquer l'opération que j'ai effectuée, ça aussi je vous conseille de le faire. C'est plus simple déjà pour le correcteur de suivre vos calculs lorsque vous indiquez ce que vous faites. Et si jamais à la fin de vos calculs vous voulez vérifier, soit parce que vous voulez vérifier, soit parce que vous avez constaté qu'il y a quelque chose d'un peu suspect dans votre résultat, eh bien pour vous aussi il sera plus simple de relire vos calculs si vous avez à chaque étape indiqué ce que vous avez fait. Donc dans la suite, je vais prendre un peu plus de place. Je vais commencer à effectuer mes transvections. La première ligne, je n'y touche pas, donc je la conserve telle qu'elle est. Et maintenant, je vais vouloir faire disparaître tous les X dans le bas de la première colonne, c'est-à-dire ici. Alors dans la troisième ligne, vous constatez que il n'y a pas de X, donc il n'y aura rien à faire. La troisième ligne ne va pas changer, je l'écris tout de suite. Elle est conservée. Par contre, dans la deuxième ligne, je veux faire disparaître X. J'ai moins X dans la première ligne, X dans la deuxième, et bien tout simplement, je vais remplacer la deuxième ligne par la ligne 2 plus la ligne 1. Et en effectuant cette somme, je vais obtenir plus aucune fois X. 0 fois Y plus une fois Y, donc il me reste une fois Y. Il n'y a plus de Z, et j'obtiens 2 fois T. Et le second membre, c'est 0 plus 1, donc c'est 1. Et dans la dernière ligne, j'ai 2x et moins x sur la première ligne. Comment faire disparaître le 2x de la quatrième ligne avec le moins x de la première? Eh bien, la quatrième ligne, je vais la conserver et lui rajouter 2 fois la première ligne. En faisant cela, je n'ai plus de terme en x. Je vais conserver un terme en y. Des termes en z, je vais en faire apparaître 2. Et les termes en t, je vais en avoir 1 plus 2, c'est-à-dire 3 fois t. Ne pas oublier le second membre non plus, qui est égal à 2. Donc j'ai fini la première étape. J'ai bien des zéros dans cette partie du système. Donc le système n'est pas encore triangulaire, mais petit à petit on s'en rapproche. On a un début de triangle ici, puis après on a ce côté vertical. Et je vais maintenant m'occuper de la deuxième colonne pour faire apparaître des zéros ici, et donc faire disparaître les Y. Alors si je regarde la deuxième ligne, la deuxième colonne, l'idée maintenant c'est de garder la première ligne et de s'occuper de cette partie du système. Dans cette partie du système, dans la première colonne, ici, j'ai un coefficient 1 devant Y, donc mon pivot est tout fait, je n'ai pas besoin de faire d'échange de lignes, je vais directement passer sur des transvections. Donc la première ligne, je n'y touche pas, la deuxième non plus, je la conserve en alignant bien les T. Et par contre, je vais enlever la deuxième ligne à la troisième, de manière à faire disparaître les termes en Y dans la deuxième ligne. Donc ceci me donne Z moins 2T égale 1 moins 1, donc 0. Dans la quatrième ligne, même opération, j'enlève la deuxième ligne à la quatrième, pour faire disparaître le terme en Y, ce qui va me donner 2Z. En T, j'ai 3T moins 2T, donc plus T, égale 2 moins 1, donc égale à 1. Et voici mon système. Il n'est pas encore triangulaire, lui non plus, puisqu'ici, j'ai Z et encore Z dans les deux dernières lignes. Mais on s'en rapproche de plus en plus. Donc je vais me ménager un tout petit peu de place sur le bas de la page pour pouvoir terminer. Je m'intéresse donc maintenant à cette partie du système en gardant les deux premières lignes. Comment faire disparaître Z dans la dernière ligne? Eh bien, je vais lui enlever 2 fois la troisième ligne. Donc, je vais conserver mes 3 premières lignes.
Alors je les recopie. Dans la troisième ligne, j'ai bien un terme non nul en Z, donc c'est un bon pivot. En plus, il est égal à 1, donc c'est très bien. Et je vais donc, à la quatrième ligne, je vais enlever 2 fois la troisième ligne, ce qui va bien me faire disparaître tous les termes en Z. Et en T, je vais obtenir T moins 2 fois moins 2, donc T plus 4T, donc 5T, égale à 1 moins 2 fois 0, donc égal à 1. Et là, cette fois-ci, j'ai terminé l'étape de pivot à proprement parler, ce qu'on appelle souvent aussi l'étape de descente. J'ai utilisé la première ligne, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et mes lignes sont devenues, entre guillemets, triangulaires les unes après les autres. Donc c'est ce qu'on appelle l'étape de descente. Cette étape a permis de partir de mon système de départ et de me ramener à un système triangulaire qui se trouve être inversible puisque sur chaque ligne, le terme diagonal n'est pas nul. J'ai moins 1, 1 et 5 en coefficients diagonaux qui ne sont pas nuls. Donc j'ai fini la partie qui m'intéressait dans cette vidéo. Maintenant que le système est triangulaire inversible, je sais le résoudre directement. Alors c'est une partie qui est importante, il faut finir de résoudre ce système, mais je ne vais pas le détailler. Je vais donner les solutions directement. Alors avant de les donner, je me rends compte qu'ici, j'ai mal recopié ma deuxième ligne, alors ça fait partie des erreurs à ne pas faire, mais je l'ai faite. Le second membre, c'était 1. Donc nous allons trouver T égale 1/5 grâce à la ligne 4. Grâce à la ligne 3, sachant que T vaut 1/5, eh bien nous avons Z égale 2/5. Puis, avec la ligne 2, nous obtenons Y égale 1 moins 2T, donc 3/5. Et pour finir, la ligne 1 nous donne X égale à Z plus T, c'est-à-dire là aussi 3/5. J'aurais pu prendre un peu plus de place, j'espère que c'est bien lisible. Je vous conseille à chaque fois que vous arrivez à la fin de la résolution d'un système de vérifier est-ce que 3/5, 3/5, 3/5, 2/5, 1/5 et solution du système de départ, eh bien, vous prenez ces 4 valeurs, vous les réinjectez dans le système de départ et vous vérifiez que c'est bien solution, ce qui est le cas ici. Ça vous évitera de traîner dans la suite de vos problèmes des fausses solutions. Quelques remarques concernant cette résolution. Déjà, vous voyez que les inconnus, je ne les ai pas appelés x1, 2, 3, 4, je les ai appelés x, y, z, t, ce qui est classique pour un système à 4 inconnus. Au-delà de 4 inconnus, à partir de 5 inconnus, il est vrai qu'on n'utilise plus de lettres différentes, on numérote les x. Ensuite, le but du pivot, c'est donc de garder les inconnus dans la première ligne et ensuite dans les lignes d'en dessous, de faire disparaître une inconnue. Je vous conseille de toujours faire disparaître X, c'est ce que j'ai fait là, car c'est ainsi que vous arriverez à un système triangulaire et les choses sont beaucoup plus visuelles et plus claires. Maintenant, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aussi décider que vous allez faire disparaître les Y. Parce qu'on remarque dans le système que il y a déjà, dans la troisième ligne, il n'y a pas de Y. Donc si on veut, on peut garder le Y de la première ligne, enlever la première ligne à la deuxième et à la quatrième, et ça va faire disparaître tous les Y dans la deuxième colonne. Et puis après, on peut s'occuper des autres inconnus, c'est-à-dire qu'en fait, vous traitez les inconnus non pas dans l'ordre X, Y, Z, T, mais dans le désordre. Ça marche très bien, maintenant ça n'est pas très visuel parce que vous n'arrivez pas à un triangle, vous arrivez à un triangle dont on a inversé les colonnes, ce qui n'est plus très clair. Donc je vous conseille, même si parfois ça peut être un peu plus rapide de traiter les colonnes dans l'autre ordre, je vous conseille quand même de vous occuper d'abord des X, puis des Y, puis des Z, puis des T. Les choses seront plus claires et plus propres. Je finis avec un dernier exemple, 3 équations, 3 inconnues encore. Je vais considérer le système X plus Y moins Z égale 0, moins X plus 2Y moins Z égale 1, et X plus 4Y moins 3Z égale 1. J'applique ma méthode de pivot de Gauss. Donc, je garde la première ligne, et je vais faire disparaître grâce à elle les x dans les lignes précédentes. Alors, la première ligne me convient très bien, puisque devant x, j'ai un coefficient égal à 1, qui est très pratique comme pivot. Donc, cette première ligne, je vais la rajouter, à la deuxième ligne, ce qui va bien faire disparaître les x. J'obtiens 3y moins 2z égale 1.
Et cette première ligne, je vais l'enlever à la troisième ligne, ce qui là encore va faire disparaître les x. Et j'obtiens 3y moins 2z égale 1. Alors là, je remarque que dans ce nouveau système, j'ai deux fois la même ligne. La deuxième et la troisième ligne, ce sont les mêmes. Donc c'est redondant, je n'ai pas besoin de garder les deux lignes, je vais supprimer la dernière. Et j'obtiens ce système-là, qui n'a plus que deux équations et trois inconnus. Et là maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas vous ramener à un système triangulaire inversible. Le système n'est pas inversible, mais par contre, vous avez un système échelonné. À trois équations, trois inconnues, donc qui rentrent dans le cadre du programme de début d'année. Nous avons déjà vu que si nous sommes dans l'espace, ici, comme le système est échelonné, eh bien j'ai l'équation, enfin j'obtiens l'intersection de deux plans, c'est-à-dire qu'ici, deux plans non parallèles. Ici, je vais obtenir une droite. Donc, pour s'entraîner un peu, je vais finir de traiter cet exemple en repassant à une équation paramétrique comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Alors, pour changer, je vais exprimer tout le monde en fonction de y. Donc, je vais écrire en deuxième ligne y égale y, ce qui signifie que y va être mon paramètre. Et grâce à la dernière ligne, je peux exprimer z en fonction de y. J'obtiens que z, c'est 1/2 de 3y moins 1. Et donc x est égal à z moins y. Z moins y, c'est 1/2 de 3y moins 1 moins y. Donc c'est 1/2 de y moins 1. Alors j'ai fait les calculs un peu vite. Ici, ça voulait dire que x, c'était z moins y. Je l'ai fait de tête, hein, c'est-à-dire 1/2 de 3y moins 1 moins 1/2 de 2y. Donc dans la parenthèse, à 3y, j'ai ôté 2 fois y, ce qui me donne exactement ça. Et donc ici, j'ai mon équation paramétrique. Tout le monde est exprimé en fonction de y. Je vais la réécrire de manière un petit peu plus pratique, en écrivant que x est égal à moins 1/2, plus 1/2 de y. Y est égal donc à 0 plus 1 fois y, bien sûr, et z est égal à moins 1/2 plus 3/2 de y. Quel est l'ensemble des solutions? Seul, eh bien c'est la droite, passant par le point de coordonnées moins 1/2, 0, moins 1/2. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont les coordonnées des constantes qui se trouvent ici. Et alors, je vais passer à la page suivante. Et donc, diriger, cette droite est dirigée par le vecteur 1/2, 1, 3/2. Puisque ce vecteur, ces coordonnées, je les vois apparaître en facteur de y ici. Alors vous ferez bien attention quand vous faites ce genre de raisonnement, de bien mettre dans le bon ordre x, y, z, dans cet ordre-là, les inconnus dans votre résolution. Si vous écrivez x égale z égale et y égale, par exemple, donc les lettres ne sont plus dans le bon ordre, votre système est tout à fait correct, mais vous allez échanger les coordonnées dans ce qui est encadré en bleu et en orange, et vous risquez de donner des faux vecteurs et des faux points dans la conclusion. Donc attention à ce piège. Voilà, je vais m'arrêter sur cet exemple, et bien sûr, nous en traiterons d'autres en cours, mais j'insiste, la méthode du pivot de Gauss est absolument fondamentale.